Donc voilà comment je me suis lancée au neurofeedback, tout en sachant que j'étais allée voir une médium en 2008 qui m'avait prédit à l'époque que je soignerais avec des personnes avec une machine qui n'existait pas encore. Donc vraiment, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans notre destin. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Est-ce qu'une machine peut vraiment nous aider à aller mieux ? C'est la question que je me suis posée en entendant parler pour la première fois de neurofeedback. J'avoue, au départ, j'étais un peu sceptique. Et l'humain dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Ma rencontre avec Anne-Sophie Toreux, praticienne en neurofeedback dynamique, m'a permis de comprendre qu'au-delà de la machine, il y a une femme, en l'occurrence Anne-Sophie, dont le début de vie l'a propulsée immédiatement dans l'envie de prendre soin des autres, de transmettre de la joie. Est-ce que cela veut dire que le chemin vers le métier de thérapeute était tout tracé ? Évidemment pas. Il lui aura fallu des années en entreprise avant de s'autoriser à passer de l'autre côté. Vous verrez comment, pour l'amour de son fils, elle a passé ce cap. Et comment, finalement, le neurofeedback, cette pétonne qui permet, dit rapidement, de muscler le cerveau et de débloquer les zones encombrées, lui a ouvert les portes du soin aux autres. Bienvenue dans un épisode touchant, résilient et qui donne envie d'aller tester encore une fois une nouvelle thérapie. Avec Anne-Sophie, nous allons parler de ce que c'est qu'être un enfant de remplacement, de son fils harcelé à l'école et d'une thérapie douce qui agit sur des problématiques aussi variées que le stress, le sommeil ou les migraines pour améliorer notre bien-être. Bonjour Anne-Sophie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Bon, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Donc voilà, je m'appelle Anne-Sophie Toreux, je suis praticienne en neurofeedback dynamique depuis 2016 et j'ai 50 ans. Ok, et vous êtes en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je suis à côté de Dinan, donc à la Vicomté-sur-Rance, voilà. D'accord. Dans les Côtes-d'Armor. Eh bien super, moi je suis contente de vous recevoir aujourd'hui parce que, encore une fois, voilà un sujet dont j'ai entendu parler plusieurs fois ces derniers mois du neurofeedback. Et évidemment, comme vous pouvez imaginer, ça aiguise ma curiosité. Oui. Et puis, voilà, à travers les réseaux sociaux, on a pu se rencontrer. Et oui, je suis très curieuse d'en savoir plus sur cette thérapie que vous proposez, du coup, en Bretagne. Mais avant de commencer, moi, j'aimerais comprendre comment vous en êtes arrivé là. Quel cheminement vous avez fait pour devenir cette thérapeute ici et là aujourd'hui. Et vous avez commencé par quel type d'études supérieures ? Alors, j'ai commencé par des études, je suis allée à la fac. J'avais, à un moment donné, j'avais envie d'aller dans la médecine, mais j'étais tellement nulle en maths que les portes se sont refermées très vite. Donc, du coup, j'ai fait un bac G3, le bac pas forcément formidable, mais bon, voilà. J'ai fait un bac G3 et après, je suis rentrée à la fac, en AES.
Et donc j'ai fait 4 ans. 4 Alors, ans de bac. pardon, moi je ne sais pas ce Alors que c'est c'est l'AES. administration économique et sociale. Donc Ok, vraiment, donc c'était dans l'administration, compta, histoire, droit, d'accord. assez. Il y avait plein de matières, on va dire. Donc j'ai fait ça à la faculté de Rennes. Ça s'est très bien passé, ma foi. J'ai eu ma maîtrise en 4 ans. J'étais assez fière de moi. C'était un petit peu une revanche parce que mes profs pensaient vraiment que je pouvais faire que G3, donc j'étais un peu, ça avait atteint un peu ma confiance en moi, on va dire, et là donc j'ai réussi à avoir ma maîtrise haut la main quand même. Donc j'étais assez fière de moi. Voilà, ça m'a fait du bien. Bah oui, parce que donc le bac G3, c'était un peu la troisième voie ou la dernière voie, C'est ça. c'était pour les moins bons élèves, oui? Oui, oui, complètement. C'était pas du tout le bac général, c'était un bac technique commercial, et c'était pour ceux qui étaient pas assez bons. Voilà. Ok, d'accord, ouais. Donc évidemment, oui, pour quand on est une jeune fille, c'est pas très bon pour l'estime de soi. Complètement. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je vais y arriver. Ah, génial. Bon, et puis du coup, c'est ce qui s'est passé, du coup. Complètement. Voilà. Je suis obligée de rebondir aussi sur le moment où vous me dites que vous avez un moment eu envie de vous diriger vers des métiers plus de santé. Mais oui, parce que c'est vrai que j'adore aider les gens. Depuis toute Ah, petite, j'aime faire du bien aux gens, faire qu'ils soient heureux. J'aime apporter de la joie finalement vis-à-vis de mes parents. Donc on a eu un parcours, mes parents ont perdu 3 de leurs enfants. oh, Et moi, je suis la petite dernière, et c'est vrai que je crois que ma mission de vie, en y repensant maintenant, il fallait que je leur apporte de la joie, parce qu'ils ont tellement eu de choses terribles dans leur vie qu'il fallait que je leur apporte de la joie. Donc, aider les gens à aller mieux, à se sentir mieux. Donc, c'était déjà en moi, on va dire, mais je le savais pas vraiment encore. oui, vous le faisiez de manière innée, quoi. Enfin, Spontané, naturel, quoi. Voilà. et pardon, dites-moi si vous n'avez pas envie d'en parler, Mm. mais comment vous parlez de vos parents qui ont perdu 3 enfants et c'est terrible, mais ça veut dire que vous avez perdu des frères et sœurs Alors moi, il y en a un qui est parti avant moi, un petit bébé de 6 mois et demi, et quelque avant part, votre naissance. ouais, exactement. Ok. Et c'était tellement triste, mes autres frères et sœurs et mes parents, que je suis venue, entre guillemets, le remplacer. Je vous en Ah, parlerai plus tard parce que il y a un bouquin qui m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Mais j'ai eu l'impression de toujours le connaître, ce frère. ok. Voilà. Et vous êtes arrivé déjà avec une mission avant même d'être là. Il y avait cette idée de venir apaiser un peu. Ouais, je pense, franchement. Pour moi, je voulais toujours que mes parents soient heureux. Voilà, c'était déjà au départ quand j'étais petite, c'était ça. Et après, j'ai agrandi l'espace avec mes amis, euh, mes collègues de travail. Après, j'aimais leur rendre service quand ils me parlaient. Souvent, ils venaient me voir pour me parler de leurs petits soucis, et il fallait que fallait que je les aide. C'était plus fort que moi. Ouais. Et pardon, je reviens là-dessus parce que ça m'interpelle en vous écoutant. Vous parlez beaucoup de la peine de vos proches dans votre famille, mais alors s'il y a eu ce frère que vous n'avez pas connu, vous avez vécu quand même les 2 décès de Oui, vos autres frères et sœurs. Donc il y a votre propre peine, ouais. le premier, j'avais 7 ans. On avait beaucoup de différences d'âge parce que lui, il avait 22 ans. Ah oui, Il était déjà parti de la maison. Je le ouais, connaissais, mais je ne le voyais pas énormément. Mais bon, j'ai vécu. Ma maman m'a protégée pour ça. C'est vrai que le jour du décès, pendant cette période difficile, j'étais chez les voisins avec des petites copines. d'accord. J'ai eu beaucoup de tristesse, évidemment. Mais ma maman, c'était quand même. Il y avait des périodes joyeuses pendant ce décès. Oh, Euh, Par exemple, en revenant de Paris dans la voiture, à l'époque, on a ramené le cercueil dans la voiture, ça ne se fait plus ouais. du tout. Ah ben non. Et on avait mis de la musique qu'il aimait. Donc, C'est très beau. ma maman aussi savait tourner, parce qu'elle a eu une enfance terrible. Elle savait tourner voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié Ok. vide.
Donc voilà. Une grande force de vie, ouais. Et le deuxième, donc j'avais 11 ans, presque 11 ans. Oh mon Et Dieu. donc, quand j'avais 7 ans, donc il est décédé d'un accident de voiture. Et 4 ans après, c'était encore un accident de voiture. Donc, ultra violent. Là, je le connaissais très très bien. On était très proches. On avait que 9 ans d'écart. Et il avait 20 ans quand il est parti. Voilà, accident de voiture à la con, quoi. Donc en 82, mon troisième frère est décédé. Ouais. Donc voilà, moi ça s'est aussi assez bien passé de cette période terrible. Et puis c'est vrai qu'on a eu ma maman était médium. Donc ok. moi aussi j'ai ce don. Mais je Ok. m'en sers en toute humilité et donc on a eu beaucoup d'expériences, on va dire, de vie après la mort entre guillemets, parce que on a vraiment eu des signes de mes frères. Vous avez eu des contacts de vos frères? Ouais, c'était incroyable, quoi. Vraiment. J'imagine que c'est très réconfortant. Complètement. Vraiment, ma maman, elle a eu des visions de ses deux fils qui se tenaient la main, qui lui faisaient coucou, comme si tout allait bien. Une fois, elle est revenue en voiture d'un lieu, je ne sais plus où elle allait, et mon troisième frère qui était décédé, il était assis à côté d'elle pendant 30 minutes. Enfin, elle le voyait, alors qu'il était décédé, quoi. Donc, ça lui donnait un grand réconfort par rapport à tout ça, quoi. Comment ça se passait dans votre tête à vous de petite fille? Parce que, encore une fois, on a évoqué la peine bien compréhensible de vos parents. Mais vous, votre première réaction quand vous en parlez, c'est il fallait que je les protège en quelque sorte, mes parents, et que je leur apporte de la vie, de la joie. Mais pour autant, j'imagine que cette petite fille de 7 ans, de 11 ans, était bien sûr, elle aussi, très traumatisée par ces pertes, non? J'ai été sûrement impactée, mais la vie est plus forte que tout. Moi j'ai failli mourir dans le ventre de ma maman, hein. Donc je pense que ça m'a donné une force de vie, un goût à la vie. Je suis née à 7 mois de grossesse et pendant 6 mois ma mère a été allongée parce qu'autrement elle risquait de me perdre. Elle faisait des hémorragies dès qu'elle se levait. Donc moi je me suis accrochée. Ah bah ok, ouais, vous avez une force de vie dès le départ. Je pense que c'est ça parce que bien sûr, j'ai eu des phases de ma vie où j'étais triste où ça m'a fait bizarre quand j'ai passé l'âge de mes frères. Ah oui, Quand j'ai eu 20 ans, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, ça y est, je dépasse l'âge de mon frère et après 22 ans, ouais. J'y ai vraiment pensé très fort, mais en même temps, je me sentais soutenue par eux. Est-ce que donc, si je reviens à votre parcours, est-ce que c'est ça qui, à un moment donné, vous avez peut-être vous avez donné envie d'aller vers des métiers de santé? Ben oui, je me disais qu'il fallait vraiment sur Terre, on est ici pour quand même aider les gens. On est ici pour se soutenir les uns les autres. Dans un monde chaotique aussi. Hein, ma meilleure amie, je l'admirais parce qu'elle était sage-femme, puis elle avait fait plein de formations. Et c'est vrai que je l'admirais. Je me disais mais comment elle fait? Moi, je travaillais donc dans le transport, dans le transport de meubles à cette époque-là. Un peu plus terre à terre, on va dire. Et je me disais, mais waouh, c'est génial, elle peut aider les gens et tout. Ça me parlait vraiment de plus en plus et je me disais, il faut que je trouve un métier. Donc j'avais pensé à naturopathe, mais c'était des études de 4 ans et 4 ans avec 3 enfants, mes parents vieillissants qu'il fallait que je gère, mon emploi à temps complet. Oh là là, je me disais, je vais jamais y arriver, moi. Ouais. Bah ouais. Et il fallait quand même un salaire, donc je me disais bon, alors je continuais donc avec mon blog de cuisine, j'achetais des livres sur la diététique et tout. En fait, ce qui est drôle, c'est que donc un peu par défaut, vos études vous ont emmené vers des sujets très classiques d'entreprise, oui, quoi, administration, secteur bancaire, parce que j'avais besoin d'argent et puis. Eh ben oui, c'est une bonne raison. C'était un mois, ça devait durer un mois, ça a duré 3 ans. Donc, oui, ça c'était votre premier job alors? Ouais, c'était mon premier job, alors que j'étais encore en études pour une 5e année, mais par le biais du CNED.
Je voulais D'accord. passer un DESS parce que je me disais bon, j'ai fait des études administratives, on y va. Hein. Après, entre-temps, je m'étais inscrite pour être diététicienne au CNED. Ah oui, Mais ok, vous tourniez quand même toujours autour ouais, de ça, hein? j'avais un fil conducteur qui me disait ok, je fais un métier alimentaire, même si c'était agréable ma foi aussi. Ça m'a appris plein de choses au niveau commercial. Ben ouais, Ça me sert maintenant de toute façon. Tout nous sert dans notre vie. absolument. On s'en rend compte juste après, quoi. Mais donc voilà, j'ai donc après donc c'est le secteur bancaire. J'ai travaillé dans le tourisme. Ok. Donc là, j'ai fait des Par choix, par envie? j'ai eu une opportunité et du coup, j'ai été aussi hôtesse sur un bateau de croisière aux Antilles. Oh, Ah, c'était génial. super sympa. Ah bah oui, j'imagine. Et, Vous faisiez quoi sur ce bateau? j'étais hôtesse et donc je faisais la cuisine, les ravitaillements et puis je profitais, quoi. C'était des vacances. Oh là là, vous avez fait ça combien de temps? J'ai fait ça 3 ans. Mais vous étiez déjà mariée avec des enfants Non, à l'époque? pas encore. Ah oui, c'est Ouais, ça, d'accord, ouais. oui, parce que là, c'est plus compliqué Non, d'emmener toute sa petite famille. c'était avant mes D'accord. 30 ans. Non, mon mari, je l'ai rencontré à 30 ans. Et on s'est rencontrés quand je travaillais donc dans le secteur, dans le transport. Donc, je m'occupais des livraisons de meubles à l'export en Suisse, Allemagne, Autriche, Norvège, Suède. Ok. Voilà, je suis arrivée par hasard. Je connaissais rien au transport, mais bon, à l'époque, c'était pas très grave. J'ai appris sur le tas. C'était une bonne Et expérience. vous y êtes resté combien de temps dans 16 cette ans. dernière entreprise? 16 ans et demi. Ah oui, quand Bah même, quand même. Ouais, ouais. Ok. Et donc, avec mon mari, quand j'ai rencontré à 30 ans, donc c'est là qu'on s'est installé à côté de Dinan, en bord de Rance. D'accord, Et ok. voilà. Donc, je voulais juste revenir sur cette enfance. C'est quand même peu banal d'avoir une maman médium. Est-ce qu'elle vous en parlait Ah beaucoup? oui, Est-ce que vous baignez dans quelque chose de très spirituel, du coup, à la mais maison? complètement. Oui, non, ma maman, elle me parlait quand elle faisait tourner les tables avec ses amies voyantes. On allait, Ah ouais, oui, non, on allait voir. C'était dans les années 80, c'était le spiritisme. Hein. On a eu ces expériences avec mes frères décédés. oui. Moi, on me poussait dans la maison, il y avait personne derrière moi. C'était sûrement mes frères. Hein. Il y avait des bruits aussi dans la maison. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'inquiétant ou pas du non, tout? moi, ça m'a jamais inquiété. Ok, en fait, vous avez grandi Ouais. avec ça faisait partie de votre Ah vie. ouais. Mais ça veut dire qu'il y avait aussi, d'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure quand on parlait du décès de vos frères, il y avait quand même toujours la joie et une force de vie. Ça vous amenait à ça, cette spiritualité? Pour moi, c'était tout à fait normal. Oui, non, j'ai pas du tout peur pour moi, je suis sûre qu'il y a une vie après la mort, même plusieurs vies. Ouais. Et ça me fait pas peur. Au contraire, c'est porteur pour moi. Comme ça, il y a un sens. Ça donne un sens à cette vie terrestre, cette vie d'humain qu'on a pour le moment ici sur Terre. J'ai vraiment aucune. Pour moi, c'était totalement normal. C'est vrai que ma mère, oh là là, on est allé voir des magnétiseurs, des hypnotiseurs, à l'époque, c'était assez rare. Hein. C'était pas aussi connu que ça, quoi. Puis elle me racontait ses expériences et tout, mais j'avais pas peur, quoi. J'étais. Et ça vous intéressait du coup? Oui, ça m'intéressait beaucoup. Malgré que vous ayez baigné dans cet environnement-là, plein de spiritualité, d'ésotérisme, la vie vous a emmené sur des métiers plus classiques. Très terre à terre. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est aussi ça, la vie terrestre. Est-ce que lorsque vous pratiquiez ces métiers-là, vous nous dites que votre ami ou vous-même, vous ressentiez bien quand même que quelque chose d'autre vous appelait, mais est-ce que vous subissiez ces métiers-là? Est-ce que c'était vraiment la plaie le matin de vous lever pour y aller? Jamais. Je me suis toujours dit, pour qu'un métier soit agréable, même si des fois ça nous plaît pas trop, je cherchais toujours un moyen pour que je sois contente d'aller travailler. Déjà, c'est vrai que le relationnel avec mes collègues, j'étais toujours, c'est vrai que entre guillemets, je rassemblais les gens. J'essayais toujours de mettre de la bonne ambiance. Si je voyais que quelqu'un n'allait pas bien, j'allais le voir, on en parlait.
j'avais toujours cette idée de pouvoir un peu aider les gens à aller mieux. Et puis, s'il y avait une mauvaise ambiance, essayer de casser ce truc-là, parce que ça sert à rien. Et Ouais. puis Bah ouais. ça s'envenime tout. J'ai toujours, j'ai toujours trouvé de l'intérêt dans chaque métier que j'ai eu. C'était pas une corvée. Par contre, j'avais toujours dans un coin de ma tête que je ferais pas ça toute ma vie. Ça, c'était une certitude. Ouais. Hmm. Et non seulement vous vous disiez je vais pas faire ça toute ma vie, mais en plus vous saviez exactement vers où vous alliez aller, pas précisément, mais vous sentiez bien que c'était dans le Ouais, soin, dans l'aide à l'autre complètement. que ça Ouais. allait vous appeler. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le switch se fasse finalement à 45 ans? Est-ce que c'est la découverte du neurofeedback dont on va parler un petit peu plus tard? Et comment vous êtes lancé? Si vous voulez, mon fils qui a maintenant 15 ans, a été harcelé à l'école dès la maternelle. Enfin ça, il me Ah l'a oui. avoué suite à des séances de neurofeedback. Je pensais pas que c'était aussi tôt. Donc difficulté d'apprentissage, grosse anxiété, Eh oui. difficulté de se séparer de nous. Il avait toujours l'impression qu'on allait l'abandonner alors que c'est jamais arrivé. Il avait développé des TOC, donc j'avais mis en place. Il allait chez l'orthophoniste, chez la psychomotricienne, chez la pédopsychiatre, chez la psychologue. On a fait de la kinésiologie. Ouais. Je lui donnais de l'homéopathie. Enfin, je faisais avec ce que je connaissais. Et c'est là, c'était le mois de février 2016. Donc, je travaillais dans les transports de meubles. Ouais. Et ma meilleure amie donc m'appelle et me dit « Oh, écoute, je fais du neurofeedback dynamique donc pour moi-même et mes enfants. » Elle a des enfants au potentiel. Ouais. Ça les aide drôlement et ça va beaucoup mieux à l'école. Moi, ça me fait du bien. Ça remet de l'harmonie au sein de notre famille. Tu devrais essayer pour ton fils. Vous en aviez entendu parler à l'époque ou pas du tout? C'était la première fois, ouais? Ah, c'était totalement la première fois. C'était en quelle année? En 2016, alors que ça existe quand même depuis 1999, 2003 en France. Je découvre ça, je regarde même pas ce que c'est, je prends rendez-vous pour mon fils. Bon, c'était à 80 km de chez moi, donc 160 km aller-retour. Ouais. Mais bon, pour nos petits loulous, on est capable de tout. Ah oui, c'est Donc, clair. j'y suis allée la première fois. Donc, alors, la personne m'a expliqué. Il s'est installé sur le canapé. Il a regardé un film. Je me dis, OK, bon. Voilà. Il a regardé, je me rappelle, c'était Pirates des Caraïbes. D'accord. Et le soir même et le lendemain, je me suis dit, mais c'est dingue parce il était plus calme. Vous avez ressenti concrètement déjà ces effets-là au bout de la première séance? Il y avait un truc qui se passait. Je dis tiens, c'est dingue ça. Il a l'air plus serein, plus calme. Donc on a retourné faire des séances. Et c'est vrai que je lui ai posé de plus en plus de questions à la praticienne. Ouais. Et donc il en a fait en tout 6 là-bas. Et ces tocs ont disparu. Il a repris confiance en lui. Il avait plus du tout cette peur de séparation avec nous, parce que des fois, même si je le laissais 5 minutes devant la pharmacie dans la voiture, mais il était en panique. Et alors que là, ça n'arrivait plus du tout. Les apprentissages ont été facilités à l'école. Je me suis dit, mais c'est dingue. Ah oui. Et c'est vrai que je venais de perdre ma maman il y a 6 mois. Puis là, mon fils avait été harcelé à l'école et tout. Je dis, c'est bon. Voilà, vraiment que je change de vie, quoi. Ouais. Voilà, j'allais bientôt avoir 45 ans. Donc, je me suis renseignée. Donc, j'ai envoyé aussi mon mari faire du neurofeedback parce qu'il était très stressé à l'époque. Ok. À l'époque, il était DRH sur deux cliniques, 2 sites, sur Dinan et Saint-Malo. Et du coup, ça lui a fait grand bien. Il a pris du recul, beaucoup moins stressé. Il était très anxieux pour ses enfants. Il avait toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Là, il a lâché prise. Il a lâché prise sur pas mal de choses par rapport auxquelles il n'arrivait pas du tout. Ouais. Je me suis dit, il y a quand même un truc qui se passe. Alors, je me suis renseignée donc sur la formation. Ouais. Mais là, est-ce que vous aviez fait des séances, vous, ou pas encore? Ah non. Ok. J'étais c'est totalement génial. confiante. Ah non, les premières que j'ai faites, c'est en formation. Ok. Ah ouais, carrément. Et j'avais déjà investi dans le système. Alors que c'était quand même pas une paille, mais c'était génial parce que là, il y a eu des synchronicités. Parce que donc j'en ai parlé avec mon mari. Je dis, écoute, ça a l'air génial. Moi, j'aimerais bien tenter l'expérience, essayer. Et je me disais au début, je vais garder mon travail et puis je ferai ça les jours où je travaille pas, le mercredi et le samedi. On s'est dit OK, mais
Le destin en a voulu autrement parce que ma DRH m'a appelé pour avancer mon entretien annuel, comme par hasard. Et là, ils m'ont dit, bon alors soit vous restez à votre poste, et puis vous allez avoir plus de responsabilités, vous allez travailler aussi le dimanche, vous serez... Ouais, dans le transport, bon bref. Oui. Et par contre, vous serez pas mieux payé. Ok. Il faudra remplacer votre chef quand il sera partir en vacances. Ok. Bon. Super, ça fait rêver. Ouais, c'est ça. Ou alors, on vous propose un autre poste, plus administratif, mais plus près de la direction. Ça me faisait pas trop envie, à vrai dire. Et là, je me suis dit, avec mon mari, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, écoute, tu proposes une rupture conventionnelle. Et ils ont accepté, j'étais trop contente. Donc, comme si là-haut, on m'aidait, tu vois, c'est le moment. Et aussi, ce qui est assez dingue, quand j'ai voulu suivre la formation, donc j'ai appelé la formatrice, et là, c'était assez rigolo parce qu'elle proposait une formation en Bretagne. J'ai dit, ça, c'est trop cool. Et du coup, c'était à côté de Josselin. Et si vous voulez, Josselin, pour moi, ça a fait tilt. Donc, ma maman était décédée il y a 6 mois. Avec ma maman, on allait tous les 6 mois à Josselin, à l'abbaye de Timadoc. Et je me suis dit, mais ça, c'est un signe de ma maman. C'est fou, hein. Et je me suis dit, c'est mon chemin, quoi. Tout s'est aligné. Il y a une espèce de tapis rouge qui s'est déroulé devant vous. Enfin, complètement. Donc, et en plus, c'est beau, la formation, c'était exactement pendant mes vacances. C'était pile poil pendant mes vacances. Donc, c'était incroyable. Génial. Donc voilà comment je me suis lancée au neurofeedback, tout en sachant que j'étais allée voir une médium en 2008 qui m'avait prédit à l'époque que je soignerais des personnes avec une machine qui n'existait pas encore. Non. Je me dis, mais c'est quoi son truc là? Je comprenais rien. Il faut savoir que donc la version de neurofeedback avec lequel j'ai commencé, c'est un système, hein, c'est une machine, hein, c'est un système. Ouais. Cette version-là date de 2011. Donc en 2008, ça n'existait pas encore. C'était la première version. Donc vraiment, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans notre destin. Ah ouais. Voilà. C'est que c'était le moment, en fait. Exactement. C'était le moment. Vous aviez passé toute votre carrière à lorgner un peu comme ça sur ces thérapies, etc. Et puis là, quand le moment était le bon, c'était très, très net et très, très clair, quoi. Tous les messages étaient présents. C'est ça. Et alors, c'était comment pour vous de faire du neurofeedback quand enfin vous êtes passé de l'autre côté et que pendant la formation, vous avez reçu vos premières séances? Alors, ma première séance, c'était trop marrant. Donc, c'était pendant la formation. Ouais. Donc, il y avait une musique qui passait. J'avais allumé la radio, il y avait une musique. Je me suis mise à chanter et je me suis écoutée. Je dis, mais je ne chante plus faux. Donc moi, le neurofeedback fait aussi ça. Oui, mais le premier effet pour moi, neurofeedback quasiment instantané, puisque c'était 2-3 heures après ma première séance de neurofeedback, j'ai arrêté de chanter faux. Et du coup, j'étais tellement contente. C'était vraiment tout bête, mais ça m'a. Alors après, il y a eu plein d'autres choses. Mon sommeil s'est grandement amélioré. Ouais. Je me suis couchée de par moi-même plus tôt, des rêves riches, et j'ai appris à dire non. Sacré enseignement. De dire oui, il y a un moment où on se respecte plus, ça prend trop de temps. On se consume. Voilà, c'est ça. Et plus de confiance en moi, et puis aussi plus d'efficacité dans les tâches que j'effectuais de tous les jours pour gagner du temps. Donc voilà, moi, mes premiers effets neurofeedback, mais il y en a tellement plus. Oui, mais justement, on va en parler parce que donc là, on l'évoque depuis tout à l'heure rapidement à travers votre parcours, mais moi, j'aimerais bien qu'on s'y arrête là maintenant pour que vous nous réexpliquiez un peu qu'est-ce que c'est que le neurofeedback concrètement. Donc le neurofeedback dynamique, c'est un entraînement cérébral. C'est une optimisation du cerveau à mieux fonctionner. Ouais. Ça agit une influence sur le système nerveux central. Ça optimise donc le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Et comme le cerveau, c'est le chef d'orchestre, s'il fonctionne de la meilleure manière qui soit, alors ça va agir dans plein de domaines. La mémoire, la concentration, le stress, les troubles du sommeil, mieux gérer ses émotions, les douleurs,
des migraines, les acouphènes, les troubles 10, les troubles autistiques, Parkinson. Enfin, là, je vous dis, tout ce que j'ai pu croiser, ça régule. C'est comme un entraînement cérébral. Voilà. Le neurofeedback dynamique, on entraîne son cerveau à mieux fonctionner. Et du coup, c'est assez génial parce que ça agit dans tellement de domaines. Alors là, si vous voulez, je peux vous expliquer combien de temps. J'allais vous demander comment concrètement ça fonctionne. La séance en elle-même dure 33 minutes. Ouais. Temps nécessaire pour analyser la globalité de l'activité électrique cérébrale. C'est complètement indolore, non invasif, sans aucun effet secondaire. C'est un outil de bien-être. C'est comme un électroencéphalogramme. On a des capteurs sur chaque côté de la tête avec de la pâte conductrice. D'accord. Le système donc est relié à un petit boîtier. Ça analyse 256 impulsions électriques à la seconde de l'activité électrique cérébrale. Donc on est installé confortablement dans un fauteuil. On n'a rien à faire. Ouais. Le système va calculer en temps réel et va faire une moyenne en temps réel de votre activité électrique cérébrale. Donc, pendant ce temps-là, parce qu'il faut du son dans cette méthode, c'est le son qui est important. On va donner une information de son au cerveau pendant toute la session. Ok. Donc, soit vous écoutez de la musique, soit vous regardez un film ou vous regardez un dessin animé pour les enfants. Ils adorent. Bah oui, évidemment. Donc, le système calcule une moyenne en temps réel de l'activité électrique cérébrale. Et quand il détecte à un moment donné que votre activité électrique cérébrale dépasse de cette moyenne, à ce moment précis, il va y avoir une micro-coupure du son qui va s'effectuer. C'est une information donnée au cerveau. Le cerveau est très sensible au changement et cette information donnée au cerveau à un moment précis, quand là, l'activité électrique cérébrale du cerveau dépasse la moyenne, calculée en temps réel, ça va lui permettre de se réguler ou pas. Dans le neurofeedback dynamique, on ne force pas le cerveau à se modifier, on lui donne une information, il la traite ou pas. Il a ses priorités. On ne veut pas formater un cerveau. Chaque personne est différente. On veut juste, le neurofeedback dynamique, c'est juste pour révéler le meilleur de soi, le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. On va être mieux dans tellement de domaines, on va être moins stressé, on va mieux gérer son quotidien, on va moins ressasser, on va mieux dormir, mais aussi ça agit sur des troubles physiques. Ouais. Par exemple, j'ai des clientes qui avaient des migraines ophtalmiques. Donc c'est très handicapant. Oui. Donc une personne qui depuis des lustres avait des migraines ophtalmiques, elle ne pouvait plus rien prévoir le week-end parce que si elle avait sa migraine, elle était clouée au lit dans le noir, elle pouvait plus rien faire. Des fois, elle était obligée de poser un arrêt de travail parce qu'elle pouvait pas aller travailler. Elle a commencé, donc son médecin lui proposait des bêta-bloquants pour ses migraines. Donc voilà, et c'est quand même un médicament. Donc et là, elle a commencé ses séances de neurofeedback. Dès la première séance de neurofeedback, ses migraines ont disparu, terminé. Disparu carrément? Ah oui, non, et j'ai plein de clients qui sont venus, leurs migraines ont disparu. Alors des fois, il faut qu'elles reviennent 1 an ou 2 après. Ok. Pour refaire quelques séances pour que le cerveau s'entraîne de nouveau parce que voilà, il s'est un petit peu déréglé entre guillemets, on va dire, il fonctionne pas de la meilleure manière qu'il soit, mais c'est génial. C'est incroyable, hein. Des personnes qui font de la fibromyalgie, donc c'est quelque chose quand même d'assez handicapant et il n'y a pas énormément de solutions à vrai dire. Ouais. Il y a les centres de la douleur, mais alors ils proposent des méthodes douces aussi. Eh bien, moi, j'ai des personnes qui sont arrivées et qui ont vu leur douleur diminuer fortement ou voire disparaître. Et vous, du coup, votre rôle de thérapeute dans le neurofeedback, parce que la manière dont vous décrivez la séance, en fait, le patient vient, ça va se passer à travers cette machine et les électrodes qu'on va lui poser sur des endroits bien précis. Mais est-ce qu'il y a de l'accompagnement un peu thérapeutique, de l'écoute, etc.? Alors moi, au début, donc on parle beaucoup. Donc alors on n'est pas obligé de parler avec cette méthode. On parle ou pas, c'est comme on le souhaite. Mais moi à côté, je vais donner des fois des conseils diététiques parce que ça fait 30 ans que je m'y intéresse, parce que ça peut aider aussi. Je vais aussi donner des conseils de plantes parce que je me forme aussi auprès d'un labo pour donner des conseils par rapport à des troubles que les clients ont, donc des plantes tout à fait. Enfin voilà, c'est que du naturel, hein, bien sûr.
Et puis c'est vrai que je lis énormément de bouquins sur développement personnel, donc c'est vrai que des fois on parle, et puis je parle par rapport à mon expérience. C'est vrai que si j'ai des personnes qui viennent, qui ont vécu un deuil, parce que ça peut aussi aider, le neurofeedback, bah effectivement on va pouvoir échanger. Eh oui. Tout simplement, hein, et donc, mais c'est vrai que ce qui est génial, le neurofeedback, c'est que ça aide à tous les âges de la vie. Même les bébés peuvent faire du neurofeedback. Ah voilà. oui? Et oui, la plus petite fille que j'ai eue, elle avait 10 mois, des troubles du sommeil, donc les parents dormaient plus. Elle a fait quelques séances, donc elle était sur les genoux de sa maman. Ouais. Et du coup, elle s'est mise à faire ses nuits, quoi. Donc ça a soulagé et la petite fille et les parents. Oui, bah oui. Pour le sommeil, c'est génial. Aussi sur l'attention, le neurofeedback, les enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est génial aussi. En fait, de toute façon, ça va réguler le cerveau. Donc là où il y a des endroits qui sont pas bien en place, que ce soit à travers trop d'anxiété, pas assez de sommeil ou pas assez d'attention, ça régule. Exactement. Ça régule là où il y a besoin. Voilà. Ok. Ouais. Bah, merci Anne-Sophie. C'est passionnant et on entend combien vous êtes passionnée, donc c'est communicatif. Avant de vous laisser, j'ai quelques questions rituelles, vous le savez, dans la petite voix. Et ma première question, c'est que j'aimerais savoir si vous, Anne-Sophie, vous écoutez votre petite voix. Ah bah totalement. Bah je vous en ai parlé pour quand j'ai découvert le neurofeedback. Effectivement, ma meilleure amie m'envoie juste un petit message. C'était juste un SMS qu'elle m'a envoyé en plus, et je l'ai suivi. Et j'aime bien, oui, ma petite voix, je l'écoute tout le temps. Bah, j'écoute mon cœur, quoi. Et vous êtes attentive aux synchronicités aussi. Ah, totalement. Et est-ce que vous avez un livre que vous pourriez nous conseiller justement sur ce chemin d'éveil et de spiritualité? Alors oui, donc c'est ma meilleure amie, Charlotte, qui m'a parlé de ce livre. C'était il y a à peu près 15 ans. Et donc elle m'a parlé du syndrome du gisant, le subtil enfant de remplacement du docteur Salomon Selam. D'accord. Ah, donc oui, enfant de remplacement, ça résonne avec votre histoire, du coup, évidemment. Vraiment, c'est assez incroyable. Ça peut vraiment expliquer comment des personnes, on a l'impression qu'ils sont pas dans leur vie, qui sont dans la vie mais sans être vraiment vivants. Ouais. Dans ce bouquin, on nous apprend à déceler et pour pouvoir se libérer de ça, de se libérer de ce poids qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes et de vraiment vivre notre vie. Il est super pour ça, ce bouquin. Voilà. D'accord. Bon, très bon conseil lecture, merci. Et toujours en matière de conseils, est-ce qu'il y a un rituel que vous appliquez quotidiennement et qui pourrait nous inspirer? Le yoga Kundalini. Quelle riche idée, Anne-Sophie. Donc, j'ai découvert ça pendant le premier confinement en mars 2020. Merci le confinement. Comme quoi, il y a des choses positives aussi. Oui, absolument. Et du coup, maintenant, je pratique le yoga Kundalini tous les matins. Donc, j'adore ça. C'est vraiment, pour moi, ça fait tellement de bien. Et je me suis formée au yoga Kundalini. Je vais commencer à enseigner début septembre près de chez moi dans une petite association. Je suis très contente de pouvoir le diffuser. Et donc voilà. Donc c'est une partie méditative. À diffuser très largement. Complètement. Moi j'adore. Franchement, j'adhère totalement et ça fait tellement de bien. Ces chants, cette méditation, cette respiration, ces sets de posture qui, ma foi, des fois, nous font bien transpirer aussi. Oui, je confirme. On ressort parfois quelques courbatures, ouais. Mais moi, c'est indispensable le matin, même si j'ai que 20 minutes, tant pis. Je vais faire un truc un peu court. Mais voilà, ça fait tellement du bien. Voilà. Oui, je confirme. Pour conclure, Anne-Sophie, est-ce que vous êtes heureuse? Je pense que je suis sur le chemin, même s'il y a des fois certains jours de ma vie où je ressens certaines périodes de ma vie où des fois je me sens triste. J'ai eu l'année dernière où j'ai fait ma formation yoga. Après, j'ai dû sortir pas mal de choses. Du coup, j'ai eu 1 mois ou 2 où j'étais pas très bien, mais j'ai accepté, j'ai accueilli. J'ai essayé de prendre soin de moi. De ralentir un peu parce que du coup quand on va pas bien, je pense qu'il faut ralentir pour après justement être mieux et être sur ce chemin du bonheur. Donc être heureuse, j'essaye d'être heureuse, mais
Je veux moi surtout être dans la joie. Ah ouais, moi c'est mon leitmotiv, c'est mon chemin, c'est mon petit fil d'Ariane. Voilà, la joie c'est tellement important. Elle est là, elle est en nous vraiment. Vraiment, elle est en nous. Bon, la boucle est bouclée alors avec la petite fille que vous étiez, c'est parfait. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet entretien. Et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un épisode bis dans lequel on va parler d'anxiété à tous les âges de la vie. Merci, avec plaisir. Merci Anne-Sophie. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.